Dans le conflit actuel, la 9e brigade d'infanterie motorisée, précédemment stationnée le long de l'autoroute M30 à l'ouest de Donetsk, a toujours fait preuve d'une remarquable efficacité au combat. Cette brigade a réussi à percer les lignes de défense fortifiées tenues par les forces armées ukrainiennes, démontrant ainsi ses prouesses stratégiques. Après s'être repositionnée dans la région de la ville de New York, elle s'est engagée dans des batailles intenses contre des troupes ukrainiennes numériquement supérieures et a finalement remporté la victoire, mettant ainsi en évidence sa compétence stratégique et sa force opérationnelle. La 114e brigade d'infanterie motorisée est réputée pour son leadership dans les opérations offensives. Cette brigade a toujours fait preuve d'une force exceptionnelle, menant des opérations allant des combats sur le Slagenberg, près d'Avdiivka, au lancement d'assauts sur des centres urbains et à l'engagement de batailles dans 7 villages. Leurs avancées stratégiques le long de la rivière Volia, y compris la prise d'Ukraïnka, Henik et Kourachivka, soulignent leur capacité tactique. Alors qu'ils poursuivent leurs offensives le long de la rive nord, leur succès reste inébranlable. La 132e brigade d'infanterie motorisée a joué un rôle essentiel dans le maintien de positions de défense à long terme le long de la ligne New York-Skinsk. Cette brigade a réalisé des percées cruciales dans des zones fortement fortifiées, contribuant de manière significative au succès global des opérations du 51e corps d'armée. Ensemble, ces 6 brigades, qui se distinguent par leur puissance et leurs impressionnants résultats sur le champ de bataille, forment l'épine dorsale du 51e corps d'armée. Cette formidable force de combat résulte non seulement de la détermination inébranlable des troupes à expulser les forces ukrainiennes de leur territoire, détermination façonnée par les bombardements incessants de l'artillerie ukrainienne, mais aussi de leur remarquable capacité d'adaptation et d'apprentissage de la guerre. Les brigades ont fait preuve d'une capacité impressionnante à intégrer de nouvelles tactiques plus rapidement que la plupart des unités russes régulières. En particulier, leur maîtrise des tactiques de petites menaces est exceptionnelle et, dans certains cas, dépasse l'expertise de l'armée ukrainienne. Au-delà de la technologie de la menace, ces unités emploient des tactiques impliquant des troupes de choc plus petites, affinées grâce à une vaste expérience du combat et à un perfectionnement continu. Un grand nombre de vétérans expérimentés illustrent ces tactiques. Cependant, la stratégie des petites troupes de choc n'est pas isolée. Elle fait partie d'un système global qui intègre la puissance de feu russe et la technologie des drones. Cette approche permet aux brigades d'avancer avec de l'artillerie lourde et un soutien aérien si nécessaire, en utilisant des véhicules blindés pour les percer et en passant à des tactiques de troupes de choc dans les environnements urbains. Pour l'armée ukrainienne, cette combinaison représente un défi de taille. La seule option viable pour ralentir leur progression est de fournir des renforts massifs de troupes, ce qui ne fait que retarder l'inévitable. Dans les régions où ces brigades sont déployées, les progrès sont souvent graduels, mais ils aboutissent systématiquement à la prise de villes et de territoires. Au fur et à mesure que les lignes de front des forces armées ukrainiennes sont percées, la qualité des positions défensives subséquentes diminue, ce qui rend les troupes restantes vulnérables. Par conséquent, l'Ukraine risque d'être confrontée à une perte accélérée de territoire au cours de l'année à venir. Cette pression incessante sur les défenses ukrainiennes soulève une question qui donne à réfléchir. Comment Kiev s'adaptera-t-elle à ces défis et quelle stratégie emploiera-t-elle pour maintenir sa souveraineté et sa résilience face à une opposition aussi redoutable? Alors que nous réfléchissons à cette question, nous vous invitons à rester informés et engagés grâce à des analyses et des mises à jour continues sur ce conflit en constante évolution. Nous vous remercions de vous joindre à nous dans ce voyage de découverte et de compréhension. Dans le contexte plus large du conflit, la région de Koursk est devenue un théâtre de guerre crucial, reflétant le coût élevé des décisions stratégiques. Kiev est confronté au choix décourageant d'un retrait potentiel de cette région de l'Ukraine. Avec environ 60 000 soldats russes rassemblés, la région est devenue le point focal d'une offensive de grande envergure visant l'Ukraine. Les enjeux sont extrêmement importants et un retrait pourrait avoir de graves répercussions. Au cours des dernières semaines, le front de Koursk a été le théâtre de violents affrontements, les deux camps menant des assauts acharnés. Les efforts des forces armées ukrainiennes, AFU, ont été particulièrement intenses lors de leur avancée vers le village de Bolcho-Soldatsk, au nord-est de l'Arc. Cette offensive, qui s'inscrit dans le cadre de la campagne menée par l'Ukraine depuis août 2024,
souligne la manœuvre stratégique de Kiev. Tirant les leçons de ses expériences passées, l'AFU a rassemblé une force redoutable équipée de nombreux véhicules blindés. Cependant, d'autres sections du front ne disposent pas des troupes nécessaires pour sécuriser ces avancées, ce qui a entraîné la perte de positions défensives telles que Pokrovsk, précédemment tenue par les forces armées russes, RFAF. Cette expérience difficile a probablement incité Kiev à envisager des offensives limitées en évaluant soigneusement les avantages militaires par rapport aux risques. La question demeure, le pari tactique de Koursk a-t-il porté ses fruits? Alors que les premiers signes semblaient prometteurs, la situation reste fluide et les gains, même modestes, semblent insaisissables. La présence de l'artillerie ukrainienne à proximité d'une centrale nucléaire ajoute à la complexité de la situation et soulève des inquiétudes quant au contrôle de ce territoire crucial. Le président Volodymyr Zelensky est confronté à une décision cruciale, car il considère la présence de troupes ukrainiennes près de Koursk comme un atout stratégique. Pourtant, pour Zelensky, la conservation de quelques villages a transcendé les objectifs militaires, devenant une fixation personnelle. Les motivations psychologiques qui sous-tendent ces actions intriguent les analystes et les psychologues. Kiev a déployé une unité mécanisée, principalement issue de la brigade d'élite 82nd Luftsturm, une force redoutable à tout point de vue. Les premiers rapports indiquaient l'implication de 6 brigades, mais le nombre réel était nettement inférieur. Le 5 janvier, ce groupe avança vers Berdun en direction de Bolcheux, parfaitement conscient des préparatifs russes en vue d'une offensive dans la région. La RFAF anticipe ce mouvement et fortifie ses positions en conséquence. Après l'échec des efforts de défense de la frontière en août, la Russie semble mieux préparée aux avancées de l'AFU. Malgré l'état de préparation de la RFAF, l'AFU a fait preuve d'une grande capacité de guerre électronique. Toutefois, la guerre électronique ne peut à elle seule contrer toutes les tactiques russes. Les drones FPV ukrainiens, équipés de commandes conventionnelles à fibre optique, de missiles anti-chars et d'hélicoptères, se sont révélés efficaces pour repousser les assauts aériens et éliminer un nombre important de véhicules de l'AFU. Les affrontements à Berdun et dans les environs de Novosotnitki ont mis en évidence les difficultés rencontrées par les troupes ukrainiennes, qui se sont retrouvées encerclées et submergées. Les soldats russes ont diffusé des vidéos montrant des combattants ukrainiens tombés dans les localités, soulignant le lourd bilan de ce conflit. Les statistiques russes font état de la destruction de plus de 20 véhicules blindés de l'AFU, chiffre largement confirmé par des évaluations indépendantes. Ces véhicules, dont des chars, des véhicules blindés de transport de troupes et d'autres transporteurs, ont été décimés lors des combats en cours. La tentative de l'AFU de lancer une offensive avec une force relativement réduite soulève des questions quant à la planification stratégique qui sous-tend une démarche aussi risquée. La réponse se trouve dans les opérations de la RFAF, qui a efficacement contré les avancées ukrainiennes. Les forces armées russes ont lancé des contre-attaques à partir de 2 directions, dont l'une s'est produite dans le coin nord-ouest de l'Arc, près de Malaya Lonia. Cette zone avait déjà été le théâtre d'intenses combats lors de l'offensive estivale de l'AFU, ce qui avait entraîné l'abandon du village. Aujourd'hui, les troupes russes ont réaffirmé leur présence dans cette zone, en s'approchant par le nord-ouest. L'Ukraine se trouve dans une position précaire dans des endroits comme Tors et Vika Novosilka, dans le sud de Donetsk, où l'armée russe déclare contrôler le village de Neskouchny. Parallèlement, des attaques au nord de Vika Novosilka vers Pokrovsk indiquent que les troupes russes se rapprochent de la route T-406, stratégiquement vitale. Actuellement, les unités d'infanterie russes contrôlent les villages de Kotlin et d'Odasne, à Torek, la RFAF tenant la quasi-totalité de la ville, ne laissant que quelques maisons aux mains des Ukrainiens. Simultanément, les troupes russes avancent vers l'ouest, capturant les premières maisons de Novospassky et poursuivent leurs opérations dans la région de Koursk. Des sources pro-russes affirment que la RFAF a repris le contrôle des champs au sud de Berdin, sécurisant le village de Kozitsa. Depuis Malaya Loknaha, les forces russes ont traversé des forêts et s'approchent d'un village d'importance stratégique. Sur l'ensemble de la ligne de front, l'armée russe fait état de progrès constants. Au cours des dernières 24 heures, l'intensité des opérations en direction de Welika Novosilka a augmenté et des rapports indiquent que le village de Neskouchny est tombé aux mains des troupes russes. La reprise de Neskouchny représente un renversement significatif des gains ukrainiens
de la contre-offensive de l'année dernière dans ce territoire. Relika Novosilka semble être la prochaine cible et sa chute semble imminente. L'Ukraine s'emploie activement à démanteler les réseaux facilitant le franchissement illégal des frontières afin de remédier à la pénurie de personnel militaire. La police nationale a annoncé le 11 janvier qu'elle avait identifié près de 50 hommes ukrainiens en âge de conscription impliqués dans ces réseaux. Cette annonce fait suite à une opération de grande envergure menée le 10 janvier avec 600 perquisitions dans tout le pays visant les personnes qui herbent les hommes à se soustraire au service militaire. Depuis le début du conflit avec la Russie en 2022, les hommes ukrainiens âgés de 18 à 60 ans n'ont pas le droit de quitter le pays. La police a inculpé 60 personnes impliquées dans ces réseaux, notamment celles qui facilitent le franchissement illégal des frontières en dehors des points de contrôle, qui falsifient des documents médicaux et qui saisissent de fausses informations dans des bases de données électroniques. Parmi les accusés figurent des fonctionnaires, des directeurs d'hôpitaux, des responsables du recrutement et des membres de commissions médicales. Selon les autorités, des particuliers ont payé entre 5 000 et 22 000 $ pour aider des hommes à échapper au service militaire. Les suspects risquent des peines de prison pouvant aller jusqu'à 9 ans, la confiscation de leurs biens et l'interdiction d'exercer certaines fonctions publiques. La police souligne que cette opération n'en est qu'à ses débuts et que d'autres suspects doivent encore être identifiés. Le ministre de l'Intérieur, Ihor Kenko, a reconnu en juin dernier que de nombreux hommes tentèrent de franchir la frontière illégalement. Toutefois, les autorités ukrainiennes n'ont pas encore communiqué de chiffres exacts. Selon des sources roumaines, depuis le début de l'opération militaire russe, environ 11 000 Ukrainiens étaient entrés illégalement en Roumanie en mai 2024. En juillet 2023, le nombre d'entrées illégales en Moldavie avait atteint jusqu'à 23 500. Ces franchissements illégaux de la frontière exacerbent la pénurie de personnel au sein des forces armées ukrainiennes, compliquant leurs efforts pour contrer les avancées russes dans la région de Donetsk. Cette pénurie affecte les 6 brigades d'infanterie motorisées intégrées aux forces armées russes, un facteur clé dans le conflit actuel. La guerre contre l'Ukraine a été déclenchée par les tensions dans la région du Donbass. Au début du conflit, les forces armées locales contrôlaient environ un tiers du Donbass, y compris ses 2 principales villes, tandis que l'armée ukrainienne tenait les territoires restants. Après le déclenchement de la guerre à grande échelle, le principal objectif militaire de la Russie était la conquête complète du Donbass. Toutefois, cet objectif s'est avéré plus difficile à atteindre que prévu. Alors que les forces armées russes ont enregistré des gains significatifs dans un premier temps, la progression s'est ralentie et s'est transformée en un conflit prolongé. Le Donbass s'est révélé être une zone fortement fortifiée, renforcée par les fortifications intensives de l'armée ukrainienne. Au début de la guerre, les troupes russes ont réalisé des avancées surprenantes, plaçant les défenseurs ukrainiens dans une position difficile. Toutefois, à mesure que les forces russes étendèrent leur emprise et que l'Ukraine procédait à de vastes mobilisations avec une aide militaire occidentale croissante, la dynamique de la guerre s'est considérablement modifiée. En 2022, l'Ukraine comptait environ 60 000 soldats stationnés dans le Donbass. Un an plus tard, ce nombre avait considérablement augmenté, avec des troupes concentrées autour de zones stratégiques comme Artemivsk. Au fur et à mesure que la guerre se prolongeait, les 2 parties ont mobilisé davantage de personnel, ce qui a intensifié la brutalité du conflit. Plus la guerre fait rage entre la Russie et l'Ukraine, plus les troupes mobilisées de part et d'autre sont nombreuses, ce qui donne lieu à des batailles de plus en plus brutales. Si la mobilisation des forces armées ukrainiennes est bien documentée, la Russie a également pris des mesures importantes allant au-delà de la mobilisation partielle. Elle a notamment recruté des prisonniers volontaires et des mercenaires. L'intégration formelle des forces armées locales du Donbass dans les forces armées russes régulières a constitué une décision stratégique cruciale. Les forces originelles du Donbass ont été organisées en 2 grands corps, le premier corps de Donetsk et le second corps de Luhansk. Après la mobilisation, ces unités ont été subordonnées au 8e corps d'armée du district militaire sud de la Russie. La Russie a ensuite réorganisé les forces du Donbass en faisant du premier corps de Donetsk le 51e corps d'armée de l'armée russe, tandis que le 2e corps de Luhansk est devenu le 3e corps d'armée. Cette mesure visait à intégrer davantage les forces du Donbass dans la structure militaire russe. Malgré leurs origines similaires,
ces deux corps d'armée diffèrent considérablement en termes d'efficacité au combat et de préparation opérationnelle. Le troisième corps d'armée, composé principalement de forces de Louhansk, a fait preuve d'une moins bonne préparation opérationnelle, en particulier après que Louhansk soit tombé presque entièrement sous le contrôle de la Russie. Leur participation aux opérations de soutien à Donetsk a été limitée, à l'exception de la 4e brigade d'infanterie motorisée, qui a participé à de violents combats à Artemivsk, également connu sous le nom de Bakhmut. La majeure partie du corps d'armée est restée inactive dans les zones occidentales de Lysychansk. Cette réticence persistante a non seulement affecté le moral des troupes, mais a également sapé la puissance de combat, les forces de Louhansk étant initialement plus faibles que leurs alliés de Donetsk. L'absence de développement a finalement conduit à des revers, particulièrement évidents lors des affrontements avec les forces ukrainiennes, à Siversk, où le 3e corps d'armée a été fortement désavantagé. En 2024, un scandale a éclaté à la suite de la falsification de rapports sur les réalisations militaires. Plusieurs officiers supérieurs, dont le commandant du groupe d'armée sud, le commandant de corps et un chef de brigade, ont dû répondre de leurs actes. Contrairement aux hésitations et aux revers du 3e corps d'armée, le 51e corps d'armée des forces armées de Donetsk a fait preuve d'une puissance de combat impressionnante. Composée de 6 brigades d'infanterie motorisée, chacune d'entre elles s'est révélée remarquablement forte au combat. La 1re brigade d'infanterie motorisée, en particulier, s'est imposée comme une formation de combat centrale, menant les opérations en direction de Divkil. Après avoir pris la ville, elle a continué à se battre dans la bataille des 7 villages de l'Ouest et de la région de Chertin. Plus tard, elles ont joué un rôle crucial dans le renforcement de la région de Serginsk, réussissant à occuper de larges portions d'installations défensives retranchées. La 5e brigade d'infanterie motorisée est restée active dans la région de Menka, notamment lors des offensives sur Krasnorivka et Kahove, faisant preuve d'une extraordinaire puissance de combat. La 110e brigade d'infanterie motorisée a travaillé en étroite collaboration avec la 5e brigade, remportant d'importants succès lors de ces batailles. Pendant ce temps, la 9e brigade d'infanterie motorisée, qui opérait auparavant le long de l'autoroute M30 à l'ouest de Donetsk, a démontré ses prouesses au combat en perçant les lignes de défense fortifiées des forces armées ukrainiennes. Après s'être installée dans la région de la ville de New York, elle s'est engagée dans des batailles féroces contre des troupes ukrainiennes numériquement supérieures et a finalement remporté la victoire. La 114e brigade d'infanterie motorisée, réputée pour mener des attaques, a constamment fait preuve d'une force exceptionnelle lors des opérations. Des combats sur le Slagenberg, près d'Avdivka, aux assauts sur les centres-villes et aux batailles dans 7 villages, elle a progressé le long de la rivière Volia. La prise d'Ukraïnka, d'Enik et de Kourachivka témoignent de leur capacité. La brigade a poursuivi ses offensives le long de la rive nord, remportant des succès continus. La 132e brigade d'infanterie motorisée a joué un rôle essentiel dans la défense de la ligne New York-Tskhinsk, réalisant des percées cruciales dans des zones fortement fortifiées et contribuant de manière significative au succès des opérations du 51e corps d'armée. Ces 6 brigades, avec leur puissance et leurs impressionnants résultats sur le champ de bataille, constituent l'épine dorsale du 51e corps d'armée. Cette force de combat n'est pas seulement due à la détermination inébranlable des troupes à expulser les forces ukrainiennes de leur territoire, détermination façonnée par les bombardements incessants de l'artillerie ukrainienne, mais aussi à leur remarquable capacité d'adaptation et d'apprentissage de la guerre. Les brigades ont fait preuve d'une capacité impressionnante à intégrer de nouvelles tactiques plus rapidement que la plupart des unités russes régulières. En particulier, leur maîtrise des tactiques de petites menaces est exceptionnelle et, dans certains cas, dépasse l'expertise de l'armée ukrainienne. Au-delà de la technologie de la menace, ces unités emploient des tactiques impliquant des troupes de choc plus petites, affinées grâce à une vaste expérience du combat et à un perfectionnement continu. Un grand nombre de vétérans expérimentés illustrent ces tactiques. Cependant, la stratégie des petites troupes de choc n'est pas isolée. Elle fait partie d'un système global qui intègre la puissance de feu russe et la technologie des drones. Cette approche permet aux brigades d'avancer avec de l'artillerie lourde et un soutien aérien si nécessaire, en utilisant des véhicules blindés pour les percer et en passant à des tactiques de troupes de choc dans les environnements urbains. Pour l'armée ukrainienne, cette combinaison représente un défi de taille.
La seule option viable pour ralentir leur progression est de fournir des renforts massifs de troupes, ce qui ne fait que retarder l'inévitable. Dans les régions où ces brigades sont déployées, les progrès sont souvent graduels, mais ils aboutissent systématiquement à la prise de villes et de territoires. Au fur et à mesure que les lignes de front des forces armées ukrainiennes sont percées, la qualité des positions défensives subséquentes diminue, ce qui rend les troupes restantes vulnérables. Par conséquent, l'Ukraine risque d'être confrontée à une perte accélérée de territoire au cours de l'année à venir. Cette pression incessante sur les défenses ukrainiennes soulève une question qui donne à réfléchir. Comment Kiev s'adaptera-t-elle à ces défis et quelle stratégie emploiera-t-elle pour maintenir sa souveraineté et sa résilience face à une opposition aussi redoutable? Alors que nous réfléchissons à cette question, nous vous invitons à rester informés et engagés grâce à des analyses et des mises à jour continues sur ce conflit en constante évolution. Nous vous remercions de vous joindre à nous dans ce voyage de découverte et de compréhension. Je suis désolé, mais il semble qu'il y ait eu un malentendu. La suite que vous avez demandée n'existe pas dans le texte original. Toutefois, je peux vous fournir un complément d'information ou une analyse sur les sujets abordés jusqu'à présent, tels que les implications stratégiques du conflit en cours, l'impact sur la stabilité régionale ou les développements futurs potentiels. Faites-moi savoir comment vous souhaitez procéder.